coup les gars. Non. Non mais c'est vraiment genre si tu veux on a nos clients fidèles, ils sont adorables. On a une dame, Brigitte, tu vas voir tous nos posts Facebook. Brigitte commande tous nos posts. Non mais Brigitte. Et c'est sacré Brigitte quoi, on l'adore, tu vois, on adore nos clients. Et on a des mecs, on les appelle les bikers, tu vois, c'est deux gars, ils ont un look avec des bagues et ils viennent, ils prennent des grosses pintes de Berliner Weiss framboise, tu vois, c'est trop drôle. On a plein de mecs atypiques et en fait un jour j'ai envie limite de, je sais pas, de faire une soirée où on invite que nos habitués, tu vois, et puis on leur fait goûter une nouvelle bière. Mais j'adore ce délire communautaire. Mais à part le crowdfunding, il avait pas encore démarché les banques. Et donc c'était vraiment, il savait juste que moi j'allais rentrer en France et que je voulais me lancer avec lui là-dedans. Je pense qu'il a un peu serré les fesses quand il a goûté ma première bière. Quand même. Parce qu'elle était indigeste. Non, ça allait, mais il devait se dire quand même avec, du coup, alors je suis associé avec Anthony, mais il y a aussi dans le projet mes deux tantes qui sont le local shop, là, le magasin du tonton, et t'as des tatas du coup. Et je me rappelle, on était avec mes parents, mon grand-père, tous dans l'appartement en train de goûter les premières bières. Et c'était juste un prémisse, hein, c'était vraiment, j'avais fait, je sais plus, une pale ale un peu classique avec un petit houblon sympa. Mais elle était cool, et puis après je me suis amusé, quoi. C'est parti en vrille. On coupera ce passage-là parce qu'on n'a pas envie de se faire péter les genoux par les mecs de France Boisson. Ouais. Mais on revient au système communautaire. C'est que toi, derrière, en plus, tu as un projet éducatif, tu as un projet d'échange. Et finalement, ce que tu es en train de nous dire, on revient au même truc. Hein, tu peux très bien vivre et être heureux dans ce concept-là de faire vivre. Bah ouais. Imagine, t'en as d'autres comme ça. C'est trop cool. Tu recrées un savoir-faire. Le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou encore la transition énergétique. Pour fêter le 20e épisode de la saison 1 du podcast, j'avais vraiment envie de donner une touche un peu particulière à cet épisode. Je voulais vous offrir quelque chose de vraiment spécial. Non seulement je voulais interviewer un ingénieur et entrepreneur du Havre, ma ville de cœur, pour donner une dimension un peu plus locale à System Sales, mais je voulais essayer aussi de pimenter l'exercice en faisant l'interview en live et en ajoutant à l'audio une prise d'image digne des plus grands studios de cinéma. Je suis un grand fan de bière artisanale et un grand amoureux du Havre. Alors je suis tombé de ma chaise quand j'ai appris que l'un des cofondateurs de La Vraie Bière était ingénieur. C'est fantastique. J'ai embarqué mon super pote photographe Maxence Gentil avec moi et on a foncé tous les deux tendre le micro à David Gaudin. Le résultat de cet après-midi génial, un super épisode à découvrir non seulement en podcast évidemment, mais aussi en vidéo sur YouTube. Une grande première. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, c'est-à-dire qu'il soit diffusé et visible par le plus grand nombre, je vous encourage toujours déjà à le partager sur vos réseaux sociaux favoris et surtout à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à laisser un commentaire. C'est vraiment important pour la visibilité de l'émission. Voilà, je vous laisse en compagnie de David dans ce nouvel épisode de System Sales. Le podcast maintenant c'est vraiment un média que j'utilise quand j'ai des grands temps, tu vois, de bricolage, ménage, course à pied, parce que c'est un média où tu te poses, tu as le temps d'écouter et c'est moins rébarbatif que la musique. Après c'est pas pareil, tu recherches pas la même chose. Je suis très vidéo YouTube, tu vois. Mais je suis pas encore le podcast, j'ai du mal, j'essaie d'écouter un peu, mais je suis trop droite-gauche à faire plein de trucs et j'ai du mal à me concentrer parfois sur les trucs, quoi. On est parti ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de System Sales. Je reçois... Ah, c'était l'intro, t'étais pas prêt ? Voilà. T'es prêt ou pas ? C'était ça, je couperai. Excuse-moi. Ah, t'es prêt ? 1, 2, 3. Bienvenue dans ce nouvel épisode de System Sales. Aujourd'hui, je suis très heureux parce qu'on enregistre en live, en présentiel, au Havre, avec David. David, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Alors, je m'appelle, merci d'ailleurs de m'accueillir, je m'appelle David, j'ai 29 ans et je suis donc ingénieur, j'étais ingénieur, maintenant je suis plutôt brasseur de bière et donc j'ai cofondé la brasserie La Vraie Bière au Havre, qui a un concept avec, pour faire très simple, une brasserie et un bar où on vend exclusivement nos bières avec à peu près en moyenne une dizaine de tirages pression constamment qui changent régulièrement.
Ok, et c'est assez sympa parce que David a ouvert son bar pas longtemps avant la crise Covid, où tu as été un petit peu impacté de plein fouet par ce petit épiphénomène sanitaire, on va dire. J'en ai entendu parler. T'en as entendu parler, ouais. Et donc du coup, on a découvert le bar, c'était assez sympa. Et moi, j'ai toujours été intéressé par justement l'univers de la brasserie et comment un ingénieur avait abordé le sujet pour justement voir ce que sa formation lui avait apporté, pourquoi tu t'étais dirigé vers cet univers-là. Donc c'est ce qu'on va essayer de développer pendant l'épisode. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours brièvement avant d'arriver à cet épisode vrai de ta vie? Ouais, pas de souci. Alors, on va au bac, à l'école d'ingé directement. Tu peux, après la sortie de l'ingé, ce que tu as fait. J'ai fait une école d'ingé, j'ai fait les arts et métiers en apprentissage. Donc, c'est des formations qui se sont passées à Paris, dans le centre, dans le 13e, où j'étais spécialisé en génie industriel. J'ai fait de l'apprentissage donc chez Renault, j'ai fait 5 ans, j'étais en BTS avant et en école d'ingénieur. J'ai travaillé donc dans tout ce qui était processus de fabrication dans le monde de l'automobile, en design de moyens industriels. J'ai fait de la mise en place de postes de travail, du monozokuri, c'est de l'optimisation de coûts sur la ligne de fabrication. Et suite à mon diplôme, je suis parti en VIE à Détroit, aux États-Unis, où j'avais le poste d'ingénieur industriel. Donc là, alors c'était assez intéressant. Le podcast, on pourrait parler 1 heure, je pense, de ça. Mais en fait, aux États-Unis, il y a Daimler qui est en train d'arriver sur le marché. Et en fait, ils utilisent les méthodes de fabrication ou de production européennes, ce qu'on appelle le sequencing, où c'est sur notre ligne de fabrication, chaque véhicule va être différent. Et en fait, ça va impacter aussi les fournisseurs qui vont mettre, par exemple, pour moi, je faisais des réservoirs d'essence chez Plasticomium. Et ben notre outil de production était fait pour que quand on mette notre réservoir, s'il y a 17 versions de réservoir, chaque réservoir était dans l'ordre dans lequel arrivait dans l'emballage, dans l'ordre dans lequel le client allait le monter. Et donc ça engendrait plein de problèmes logistiques, ce qui rendait tous les sujets assez intéressants. Et donc voilà, donc j'ai fait ça avant et après je suis devenu brasseur de bière. Ok, avant d'aborder la partie brasseur de bière qui nous intéresse le plus et d'aborder la partie dégustation que vous ne verrez pas dans l'épisode évidemment, mais qu'est-ce que ton expérience aux US, qu'est-ce que ça t'a apporté justement dans ton mindset personnel? Alors les US, ce qui était hyper intéressant, c'était le côté multiculturel. C'est-à-dire que je travaillais, ce qui était drôle, c'est que j'avais un de mes projets au Mexique, où au final toute mon équipe n'était pas américaine. Il n'y avait aucun Américain dans mon équipe, je bossais avec un Brésilien, un Canadien, un Roumain, pas mal de Mexicains, Brésiliens et compagnie. Et j'adorais ce côté mélange de culture, où on se retrouvait à chacun échanger sur plein de choses. En France, je vais te dire, les conditions de vie sont comme ça. Quand on va au Mexique et qu'il n'y a pas les 3-8 mais les 2-12, qu'on se rend compte un petit peu de la précarité, c'est assez dingue à voir. Aux États-Unis, une sorte de précarité mais qui est un peu moins on va dire, exposée, où au final les opérateurs gagnent un bon salaire mais travaillent énormément. Tout ça, ça m'a vachement ouvert l'esprit. Après, sur mon expérience professionnelle, je suis passé de Renault, qui est un énorme groupe, où au final, on est juste un petit pion. Je sais pas, par exemple, sur un projet, sur la voiture, il va y avoir 15 ingénieurs qui bossent sur juste une pièce. En fait, Plasticomium, vu que c'est un sous-traitant, c'est un supplier, on avait peut-être, je vais dire une bêtise, mais peut-être 30 pièces dans le réservoir. Donc au final, chaque position, on va dire qu'on avait beaucoup plus de responsabilités chez Plasticomium que chez Renault. Et ça, je trouvais ça cool. Une sorte comment dire, d'indépendance, je sais pas, je me sentais un peu plus libre dans ma façon de travailler. C'était très sympa. Après, il y a toujours ce délire de bosser pour un grand groupe industriel et au final donner au fond, qu'est-ce que je fais dans ma vie, tu vois, genre faire des réservoirs d'essence, c'était pas forcément ma passion. Le processus de fabrication me passionnait. Après, faire des réservoirs d'essence, je voulais pas trop qu'à 65 ans, je rencontre mon cousin ou mon petit cousin qui a 20 ans et que je lui dise qu'au final, dans ma vie, je suis devenu directeur je sais pas, d'une usine qui fait des réservoirs d'essence. Donc à ce moment-là, je me suis posé pas mal de questions.
Et tu me dis, sinon je peux partir en monologue d'une heure là sur comment je suis devenu C'est très brasseur bien. après. J'étais en train d'écouter. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné quand t'es revenu qu'est-ce qui a déclenché ton retour en France? C'était la fin de ta mission là-bas ou c'était une volonté personnelle? Et à partir de quand t'as décidé qu'il était temps d'entreprendre plutôt que de rejoindre une autre entreprise? Ok. Alors en fait, mon oncle, mon associé, donc Anthony, qui a un magasin de produits locaux au Havre aussi, il avait ce projet-là déjà en tête avec un autre brasseur. Et à l'époque, j'étais donc à Détroit. J'avais pas du tout en tête de devenir brasseur de bière. À l'époque même, je devais investir de l'argent dans son projet. Et en fait, ce projet-là était en 2017. Mi-2017, le projet a été abandonné pour des raisons de copropriété, pour des raisons aussi personnelles, le brasseur qui allait être père, enfin plein de choses ont fait que ce projet s'est arrêté. Moi, aux États-Unis, le monde du craft beer, microbrasserie et compagnie, c'est ultra développé. C'est-à-dire que, par exemple, faut imaginer, je dis le Montivilliers de Détroit, et je me doute que tes auditeurs ne connaissent peut-être pas Montivilliers, qui est une petite ville à 15 minutes en voiture, on va dire, de Détroit. Du Havre, excuse-moi. Ouais. C'est bon. Voilà, on est à Détroit, mec. Et en fait, je devais avoir à peu près 5 ou 6 brewpubs, donc des bars où la bière était brassée sur place. Et c'était vraiment dingue. À 5 minutes à pied de chez moi, j'avais ça. Et je goûtais tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais 4 ou 5 fois par semaine, des bières différentes. Et les brasseurs développaient leur créativité. Aux États-Unis, c'est vachement développé vraiment. Il y a des villes comme Grand Rapids dans le Michigan où il y a 36 microbrasseries dans la ville. Et en fait, t'arrives le matin, tu peux prendre un car et tu fais un tourbus des brewpubs de la ville. Et je trouvais ça fou. Vraiment, là-bas, il y a un énorme développement du craft beer. C'est à peu près 20% des parts de marché aux États-Unis. En France, on est à 6%. C'est quoi le craft beer, juste pour les gens qui connaissent pas le mot? Alors le craft beer, si on traduit simplement, c'est bière artisanale. D'accord. Ensuite, en France, c'est plus un mouvement, on va dire. C'est-à-dire que on peut faire de la bière, la simplifier par des couleurs, dire qu'il y a 4 styles, dire que c'est de la blanche, de la brune, de l'ambrée et de la blonde. Et en fait, il existe plus de 300 styles de bières différentes. Si on commence à parler de, Hefeweizen au lieu de blanche, si on va parler de porter, de stout, de triple, de lambic, de New England IPA, il y a plein de styles qui existent. Et en fait, c'est plus mettre la bière, ne pas simplifier la bière, dire que c'est juste 3 couleurs, dire que c'est un univers infini et qu'on peut customiser comme on veut, tu vois. Donc en fait, c'est un peu comme le street art ou d'autres arts créatifs, mais ouais. Dans la food, quoi. Je trouve que dans le monde de la bière. Le craft, quand j'étais aux US, on sentait vraiment la touche du brasseur dans la bière qu'on buvait. Ouais. Tu vois, là au tirage, j'ai fait des bières dans un porteur, une bière brune, j'avais mis de la fève de tonka et de la vanille. Et c'est une bière qu'on peut pas boire ailleurs en fait, parce que je la brasse une fois et tu reviens là cette semaine, tu as une blanche au thym citronné, tu vas avoir des New England IPA avec des choix de houblons différents que j'ai fait. Et en fait, c'est vraiment le craft pour moi, c'est des brasseries créatives. D'accord. Où tu y vas et tu sais jamais trop sur quoi tu vas tomber. Et souvent, c'est une bonne surprise. Hein. Ok. Et donc, si je reviens à ce que tu nous racontais, tu es à Détroit et ton oncle t'appelle pour te proposer un projet ou te proposer déjà d'investir. C'est lui qui a l'idée. C'est lui qui avait l'idée. Je suis retourné au Havre pour Noël. Donc, on a fait les fêtes en famille. Et on boit une bière dans un bar du Havre que je ne citerai pas. Et on goûtait une bière artisanale, tu vois, moi je trouvais pas super bonne. Enfin, c'était une blonde artisanale et c'était vraiment à l'opposé de ce que je buvais aux États-Unis, qui était très maîtrisé en fait. Je t'expliquerai après, mais les Américains, c'est un délire. Et je goûte la bière et je me dis, c'est fou qu'au Havre, on n'ait pas encore la chance d'avoir un bar où c'est du craft. Même juste des bonnes bières artisanales, hein. Tout est maîtrisé par les industriels via des contrats brasseurs. Après ça, c'est un monde un peu spécial, mais il faut savoir que 95% à peu près des bars en France n'ont pas trop le choix sur les bières qui servent en pression. Ils sont sous contrat avec Heineken, enfin je sais pas si j'ai le droit de dire une marque, mais personne n'écoute. Voilà, donc Heineken, Affligen, Kronenbourg, Budweiser, AB InBev. Et en fait, les bars, les méga industriels vont voir les bars, leur donnent de l'argent
pour investir dans les terrasses, dans les tirages, dans la verrerie. Par contre, ils leur disent en contrepartie, tu vas servir que mes bières. D'accord. Et ça, en fait, quand je suis revenu au Havre, je me suis rendu compte que en fait, c'est un univers ultra fermé. Et c'est très, très compliqué d'ouvrir ça. Donc j'ai dit à Anthony, écoute, il me restait 4 mois de mission pour aller encore à Détroit. J'avais un projet, donc j'implantais une ligne de fabrication avec une équipe, je ne suis pas tout seul, à León, dans l'état de Guanajuato, au Mexique. Et j'avais comme projet de bosser là-bas après. Et en fait, j'ai dit à mon oncle, quand je voyais Le Havre, tu vois, j'ai fait un statement, quoi. J'ai fait, ok, Le Havre, il n'y a aucun bar à bière. Mon oncle, il avait un super projet là-dessus, qui était un peu avant-gardiste, je trouve, par rapport à ce que je voyais aux États-Unis. Et je me suis dit, mais il faut le faire, son projet. Et son projet, c'était quoi à la base? C'était d'avoir un bar à bière au Havre un peu différent de ce qu'on pouvait trouver, ou c'était de surfer un peu sur la vague? Il y a une vague, alors je ne sais pas si elle y est toujours, mais il y avait une vague de surfer sur la marque Le Havre, et un peu cette hype. Je ne sais pas d'ailleurs si on la retrouve dans d'autres villes de France. Il y a d'autres, il y a ce même engouement autour d'une ville et de la marque autour de cette ville, mais il y a eu la boutique LH Store. Donc c'était quoi le projet au départ? Est-ce qu'il y avait vraiment une envie de faire quelque chose autour du nom et de développer le marketing autour de ça, ou parce que vous trouviez que l'offre de bar au Havre n'était pas assez développée? Je pense que c'est un peu les deux. Alors mon oncle, il gère un magasin de produits où ils vendent des produits locaux. Il met vachement en avant la marque du Havre. On est très chauvin. On avait envie de faire une bière artisanale havraise. Mais après, moi, clairement, en fait, Anthony, son côté, c'est plus le côté commercial. Il savait qu'il fallait... il manquait ça au Havre, un bar avec de la bière artisanale. Locale, faite sur place. À la base, il voulait vraiment avoir l'outil de production dans le bar. Ouais. Ça, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Mais donc, par contre, moi, j'avais vraiment la vision, on va dire, du produit. Tu vois. Lui, il avait... C'est le fond et la forme. La forme, c'est mon oncle, le fond, c'est moi. Tu vois. Genre, je fais les bières comme je veux. Et lui, par contre, il va réussir à créer tout le contexte autour. Raconter l'histoire, tu sais, tout ce qui est storytelling et compagnie. Et en fait, quand on était en décembre, j'ai dit à Anthony, tu me donnes 2 semaines, voire un mois, et je vais voir un peu ce que je peux faire. Je vais me renseigner, je brassais un petit peu dans la cuisine d'un pote allemand, mais je me suis dit, il y a quand même un monde entre être brasseur, on appelle ça homebrewer, là, brasseur dans sa maison, et brasseur amateur et brasseur professionnel. Donc je suis rentré à Détroit, j'ai acheté des bouquins, j'ai lu des bouquins rapidement. Et j'ai dit au bout d'une semaine à mon oncle, j'arrête tout et puis je me lance dans la bière. J'avais fait mes petits business models sur Excel et j'ai dit c'est bon, go, quoi. On se lance là-dedans. Et je suis rentré en mai en France. Et j'ai mis dans ma cuisine, j'ai acheté tout le matos pour brasser chez moi. Et pendant 1 an et demi, j'ai élaboré mes recettes. Ah oui, c'était une des questions qui me venait. C'est au bout de combien de temps ça t'a pris d'élaborer la première recette? C'est assez rapide, hein. En fait, de la bière, c'est assez, entre guillemets, simple. Tu peux faire une bière simple assez simplement. Tu vois, dans notre business, on fait aussi des ateliers de brassage, où, là où on est d'ailleurs, où les gens, ils apprennent à brasser leur propre bière. Tu te rends compte qu'en fait, si tu mets du grain, de l'eau, du houblon, de la levure. Faire 4 styles de bière, c'est pas très compliqué en soi. Tu peux très vite apprendre à le faire, chez toi, tranquillement. Après, ce qui va être compliqué, c'est d'arriver à faire tous les styles. Et là, pour ça, ce qui est cool, c'est que les Américains, ils ont fait plein de bouquins. Et tu vois, en France, on a vachement ce délire de le savoir-faire, le secret de fabrication, tout ça. Et en fait, aux US, ils sont pas du tout comme ça. Ils ont une sorte de philosophie de plus on est nombreux à savoir le faire, et plus en fait, on va prendre des parts de marché aux industriels. Donc, ils partagent leur savoir à fond. T'as des bouquins, t'as des mecs qui font des thèses sur la biotransformation, tu vois, c'est une réaction enzymatique avec des huiles, du houblon, tu vois, c'est des fous les mecs. Et moi j'adore lire tout ça. Et donc en fait, en parlant anglais, j'avoue, ça m'a vachement aidé à pouvoir pousser l'aspect technique sur la conception d'une recette de bière.
Après, j'ai fait ça, quoi. J'ai acheté un frigo, des petits fûts, et j'avais ma cuve de 20 litres, et j'ai fait 1500 litres de bière en brassant de 20 litres. Et le matos de départ dans ta cuisine, c'est quoi l'investissement que tu as mis Ouais. En vrai, j'avoue, j'ai un peu investi dans une bonne cuve qui m'a coûté à peu près 1000 euros. Après, tout le reste, ça a dû coûter 300 euros à tout casser, quoi. Et avec ça, tu peux faire 1500 litres Ouais, en un an. Hein. En un an, oui, d'accord. Tu fais 20 litres avec ça. Ah oui, d'accord. Tu fais quand même 20 litres par 20 litres. Tu fais 20 litres par 20 litres. Et par contre, tu peux... C'est vachement représentatif de ce que tu fais après en 500 litres ou en 1000 litres, tu vois. Tu arrives à vachement reproduire le... C'est un processus de fabrication, tu vois. C'est pas comme une voiture, tu peux pas la faire en miniature chez toi. Une bière, tu peux. C'est assez simple. Et c'est marrant ce mindset que tu as eu de dire bon allez on y va, je me lance de toute façon. C'est pour ça que je reviens à ma question un peu du début, où ça me fait penser un petit peu à l'entrepreneuriat américain, où on y va, on se lance. Et est-ce que toi tu penses que tu t'es inspiré de ça du coup parce que tu vois, c'est comme tu disais, il y a la culture de l'artisanat, je vais peut-être me rapprocher de quelqu'un, je vais apprendre auprès de lui pendant 6 mois, 1 an, etc. Non, toi tu t'arrives, tu dis ok c'est bon on y va. Et d'ailleurs, quelle est la réaction de ton oncle aussi par rapport à ça, dans le sens où lui c'est son projet, c'est son bébé, il a une super idée, faut pas se planter quoi. Je veux dire, si le produit est pas bon, c'était quoi sa réaction? Donc toi, si tu écoutes les épisodes du podcast, tu vois, je suis spécialiste des doubles questions. Ouais, pas de souci. Donc double question, c'est l'inspiration du mindset US, je reviens un petit peu à ça, et la réaction de ton oncle quand tu dis c'est moi qui vais faire la bière. Alors moi c'est peut-être un peu je vais peut-être réfléchir c'est pas mal de réflexion, mais je trouvais que dans mon taf, alors dans mon ancien boulot, je développais pas ma créativité. En fait, ta créativité, tu l'as développée via, je vais te dire, je faisais un tableur Excel par exemple, pour placer quand même, qui s'appelait le PFAP. C'était un truc, genre tu rentrais ta pièce et ça t'estimait ton stock de sécurité, ton stock initial, tout le stock que tu devais mettre dans ton atelier en square inch et compagnie, tu vois. Et c'était un tableur où je m'étais bien pris le chou pour faire. Et là, je me suis un peu développé, entre guillemets, une sorte de créativité pour faire des tableurs Excel, tu vois. Mais après, la reconnaissance, tu vois, j'avais 3 potes ingénieurs qui étaient en supply chain, qui étaient en mode, mec, cool, trop bien ton tableur, c'est cool. Et en fait, ça me manquait ce délire, je suis pas musicien, tu vois. Genre, j'essaie de faire du piano, je te fais une musique, je suis très content, j'ai réussi à la faire bien, mais le solfège et compagnie, j'ai du mal. J'avais du mal à trouver une sorte de développement créatif qui me manquait beaucoup dans ma vie, tu vois. Ouais. Et en fait, je trouve que la bière, ce qui est cool, c'est que via, entre guillemets, mes compétences d'ingénieur, tu vois, t'arrives en fait à créer des choses, donc à développer ce côté créatif. Et en fait, tes compétences d'ingénieur, elles te sont super utiles. Et c'est ce qui fait peut-être la différence entre une bière et une autre, d'une brasserie à l'autre, tu vois. Et j'avais lu un bouquin qui s'appelle Yeast, un bouquin sur la levure, et qui disait ça en fait. Il disait souvent que les brasseurs qui poussaient le plus leurs produits à bout, c'était souvent des ingénieurs, parce que quand t'es ingé, tu cherches tout le temps à creuser un peu le pourquoi du pourquoi, tu vois. Et je suis comme ça, à fond. Et puis voilà, donc j'avais ce délire créatif, donc la première question, j'avais ce délire très créatif que j'avais envie de mettre en avant, et c'est pas trop, je pense, le délire américain. Et en fait, c'est le contraire. Aux États-Unis, si tu veux, j'avais parlé avec un de mes collègues, David Salerno, c'était un ingé américain qui était responsable supply chain, je sais plus trop quoi, Amérique du Nord, excuse-moi, responsable supply chain Amérique du Nord, et on était en Alabama, et pendant 45 minutes, on était tous les deux dans la voiture, et moi, je savais que j'allais me lancer dans mon projet, et je parlais avec lui, et il me disait que lui, c'était son rêve de monter une microbrasserie, sauf qu'il pouvait pas, parce que quand il est sorti de son école, il fallait qu'il rembourse un prêt. Pour rembourser le prêt, il fallait qu'il travaille. Et en fait, c'est une sorte de... Le rêve américain, je pense que c'est un peu c'est une image qu'on a d'eux, mais en réalité, ils ont tellement de contraintes dans leur façon de vivre, dans leur... ils sont tous endettés, en fait, tu vois. Et ils peuvent pas créer quelque chose en claquant des doigts. Par contre, je pense que les banques sont beaucoup moins frileuses. Mais ils sont très dans le délire, allez, vas-y... ton projet on y croit, par contre si ça foire, ouais, j'ai écouté un truc là-dessus juste pour rebondir, c'est que je pense qu'effectivement le filet de sécurité en France, que ce soit Pôle emploi, etc., c'est un sujet qui est revenu beaucoup dans les épisodes en parlant avec des gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat ou le freelancing, et après par rapport à l'investissement, par contre c'est vrai qu'il y a une différence entre l'investissement
en Amérique du Nord où les mecs vont te faire confiance sur une durée assez longue en disant il croit en ton produit, il va te laisser, mais il attend quand même un retour sur investissement. Ou en France, les banques vont être un peu plus frileuses à t'engager de l'argent et elles vont attendre un retour sur investissement très rapide et du coup, c'est ce qui freine un peu aussi le développement, quoi. Donc, ouais, carrément. Et du coup, par rapport à ça, toi... on revient à la question, ton oncle il t'a dit ok, moi t'es gentil. J'allais répondre à cette question. Mais vas-y, parce que mais ça se rejoint parce que je pense que lui il s'est battu pour obtenir des financements parce que c'était pas encore à ce niveau-là. Vous y étiez pas encore. Bah vas-y, je te laisse reprendre Anthony, l'histoire. Anthony avait fait un crowdfunding avec son ancien associé. Ils avaient débloqué, je crois, 21 000 € en 10 jours, tu vois. Donc ça avait cartonné. Mais à part le crowdfunding, il avait pas encore démarché les banques. Et donc c'était vraiment il savait juste que moi j'allais rentrer en France et que je voulais me lancer avec lui là-dedans. Je pense qu'il a un peu serré les fesses quand il a goûté ma première bière quand même. Parce qu'elle était indigeste. Non, ça allait, mais il devait se dire quand même avec du coup, alors je suis associé avec Anthony, mais il y a aussi dans le projet mes deux tantes qui sont le local shop là, le magasin du tonton, et t'as des tatas du coup. Et je me rappelle, on était avec mes parents, mon grand-père, tous dans l'appartement en train de goûter les premières bières. Et c'était juste un prémisse, hein, c'était vraiment... J'avais fait, je sais plus, une pale ale un peu classique avec un petit houblon sympa. Mais elle était cool. Et puis après, je me suis amusé, quoi. C'est parti en vrille. Hein. C'est souvent pas le bon échantillon. Hein. Demander à sa famille ou à ses proches, c'est souvent l'échantillon. Ouais, c'est super bon, David. Mais après, tu sais que c'est super dur. Parce que vu que la vision américaine du craft que j'avais... Et par exemple, je n'aime pas les triples. Et je ne brasse pas de triple. Et en fait, en France, tout le monde boit de la triple dans les bars, tu vois. Et parce que, alors, tu pourrais demander, il y a Tom qui fait les ateliers de brassage, là, qui gère le manager du bar, qui fait les ateliers. Lui, sa théorie, c'est que c'est fort en alcool, c'est fort en sucre. Et en fait, notre cerveau, il aime l'alcool et le sucre, et il assimile les deux. Et ça fait que les gens adorent les triples, en fait. Ouais. Moi, je pense que on leur propose pas trop d'autres choses dans les bars. Tu vois, une IPA, ça va être très amer. Il n'y a aucun travail sur les IPA industriels, tu vois. Et nous, on va bosser sur des IPA très aromatiques, où on bosse des techniques de doublonnage à froid en double dry hopping, ce qu'on appelle. C'est très très sympa, ça te donne des notes de fruits exotiques. Enfin bref. Tu vois, il y a un truc où les gens, s'ils savent pas, je vais te faire goûter un Imperial Stout, je vais te donner la description, tu vas me dire j'aime pas, sans l'avoir goûté parce que toi dans ta tête tu veux boire une triple, tu vois. Ouais, donc du coup là pour revenir au point, quand tu fais l'échantillonnage, quand tu fais les premiers tests, la réaction des gens, t'es pas sur des bières encore hyper sophistiquées. Non. T'es sur des trucs plutôt simples. Je suis sur des pale ale un peu classiques. Après tu vois, Anthony, je sais que il a un petit peu compris le délire que je voulais faire quand j'ai fait ma bière acide framboise, tu vois. J'avais brassé en 20 litres, j'avais balancé un médoc du lactibiane dans mon brassin de bière pour faire une fermentation lactique. Et en fait, du coup, j'ai fait une fermentation lactique qui donne l'acidité. Et ensuite, j'ai fait partir ma bière en fermentation alcoolique. Et après, j'ai balancé une purée de framboise dedans. Et ça a donné... C'est un style qui s'appelle Berliner Weisse. Et du coup, Berliner Weisse framboise. Et je sais qu'Anthony, quand il avait goûté celle-là, il était un peu en mode « Ah ouais, c'est un peu bizarre, quoi. Ça change totalement de ce qu'on a l'habitude de boire. » Et c'est une bière acide, pas sucrée, avec de la purée de framboise naturelle, tu vois. Et ça, c'est une bière simple. Et en fait, quand on comprend un petit peu ce délire-là, tu vois, là, il y a à peu près, il y avait 50 grammes par litre de framboise. Là, en pression, on a une bière. Il y a 200 grammes par litre de fruits. On a mis 100 grammes de framboise, 50 grammes de cassis, 50 grammes de myrtille sur une base acide avec 100 gousses de vanille de Madagascar dedans. Et donc, on appelle ça des pastry sour, des bières acides pâtissières. Et c'est dingo à boire, tu vois. Par contre, c'est 10 balles la pinte. Mais je suis moins rentable en vendant ma pinte à 10 balles qu'en vendant ma blonde ale, qui est à 6,40€ la pinte. Mais par contre, ça te permet de proposer une carte un peu plus variée et de t'éclater sur les... Moi, de m'amuser aussi, à fond. Et si je devais être rentable sur cette bière-là, je devrais vendre la pinte à 23€, tu vois. Ah ouais. Tom, il m'avait demandé, j'avais fait le calcul, je fais c'est à 23€. Du coup, je m'assois un peu sur ma marge. Mais par contre, là, le mec qui vient au bar, je sais qu'en ce moment, la carte qu'on a, je pense qu'il peut découvrir des trucs vachement cool, tu vois. Et donc voilà, donc je me lance un peu dans des recettes un peu freestyle. Et l'identité de la brasserie, c'est vraiment la créativité, je pense. Tu vois. Et du coup, à quel moment, on revient un petit peu dans l'historique du truc. Donc lui, il goûte, c'est pas terrible, mais il dit ok, c'est bon, ça va le faire. Je résume là. Non, il a bien aimé. Non, c'est bon, ok. Il dit ok, c'est bon, ce que tu fais, c'est bien, on peut le faire à plus grande échelle, on lance le truc. Ouais, il m'a pas trop demandé, il savait que j'étais rentré en France pour ça, donc il avait pas trop le choix, je pense. Même s'il me dit c'est pas super bien, ça a pas été le cas, mais si ça avait été le cas,
je pense qu'il m'aurait dit améliore-toi, tu vois, et puis et essaie de t'améliorer et de trouver les bonnes solutions. Mais après, c'est un processus de fabrication, tu vois. Si t'as des soucis, il faut les identifier. Et puis. Et vous avez lancé le brassage à grand volume en même temps que le projet du bar, ou l'idée c'était d'abord de lancer la partie bière en revendant l'idée localement c'était. des trucs. Alors moi, le souci, c'est que donc j'avais profité du chômage pendant 2 ans. Et Pour brasser. voilà. Ton conseiller Pôle emploi, tu lui avais expliqué un peu le concept, non Ouais. Pôle emploi, c'est pas super bonne expérience, quoi. mais j'ai eu je touchais mon salaire, mon chômage, qui était mon chômage d'apprenti, parce que du coup, le VIE, c'est un service civique et ça compte pas comme un salaire. Ah oui. Donc c'était pas terrible, mais bon, au moins j'avais un peu d'argent quand même qui tombait tous les mois. Et donc, on a tout l'argent qui a été débloqué en même temps. Le problème, c'est que c'est très rapide à recevoir des cuves, les installer et faire de la bière. Par contre, on est propriétaire des murs, tu vois. Donc, fallait investir, être propriétaire des murs, il fallait faire tous les travaux. Avant, c'était un magasin de vélo. Donc, on a dû tout casser. Et là, on a mis quasiment 1 an à faire les travaux du bar. D'accord. Donc, on était obligés, et moi, la fin de mon chômage, donc on était obligés en parallèle de faire la brasserie et faire les travaux du bar. Et le Covid. on a tout pris en même temps. Et pendant que tu brassais en amont, tu stockais ou tu revendais déjà un peu tu revendais déjà. Je revendais du coup à 2-3 revendeurs. Mais le business model est vraiment opté sur le B2C, tu vois, sur la vente en direct aux clients. Ouais. Parce que je pense que vu qu'on fait des bières bizarres, c'est compliqué de dire à un revendeur, à part on a des revendeurs un peu foufou, tu vois, mais de dire à un revendeur, écoute, là j'ai fait une bière acide pâtissière avec de la vanille et du truc, avec de la framboise, du cassis et de la myrtille, et j'ai mis du flocon d'avoine aussi dedans. Par contre, ta bouteille, il faut que tu la sortes à 6 €. Tu vois. Donc une bière artisanale à 6 €, faut que le client il soit prêt à l'acheter, donc il faut bien la vendre. Le problème, c'est que si c'est pas toi qui la vends, et si c'est quelqu'un, un caviste à vin par exemple, va vraiment falloir qu'il comprenne vraiment le délire derrière cette bière là, tu vois. Et alors que quand on est au bar, vu que c'est nous qui sommes en direct, c'est beaucoup plus simple de vendre des bières un peu plus bizarres aux gens. On peut limite leur faire goûter un petit fond, ils goûtent, wow, c'est dingue, allez hop, je prends une pinte à 10 balles, tu vois. Et donc voilà, donc moi j'aime beaucoup plus le côté, tu vois, t'as le B2B dans le milieu un peu de la bière, c'est très, tu sais, faut offrir un peu les verres, les cartons, c'est un monde de businessman, tu vois. Moi je suis pas trop comme ça, je t'avoue, je suis très spontané, j'aime bien être dans ma brasserie, faire mon process, venir ici, voir des gens que j'aime bien, servir des coups. Puis au final, je pense qu'on marche mieux du coup, parce qu'on fait de la vente, on crée le produit, on le vend, tu vois. Ouais, puis tu as une valeur autour du cadre, autour de l'image, autour de la carte qui est variée. Ouais. Tu as toute une plus-value autour de ça quand même. Ah, c'est cool ça. Ouais. Mais puis on peut à manger aussi et tout. Mais c'est Il vraiment. y a à manger dans la bière, quoi, déjà. Ouais, c'est clair, ça dépend lesquels. Mais tu vois, t'as ce délire bière. J'aime bien vendre ma bière à des gens qui ont envie de la boire, tu vois. Et pas forcément parfois faire du business, quoi. Tu vois, aller voir un caviste pour lui dire que c'est une bière locale qui va avoir un intérêt à la vendre et compagnie. Même si, voilà, un jour il faudra peut-être que je le fasse. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup mon business model. Donc, est-ce que tu t'attendais à un succès comme ça ? Je me rappelle quand tu as lancé le bar, les premières soirées, vous avez rupture de stock. Alors les gens qui connaissent pas Le Havre, il faut dire que tu bénéficies d'un emplacement assez exceptionnel. Vous avez une esplanade devant le bar, vous pouvez sortir 10 tables en bois, enfin je sais pas combien de tables. Alors c'est sûr que la météo est assez capricieuse au Havre, donc mais voilà, vous êtes victime de votre succès. Est-ce que vous vous y attendiez à ça ? Est-ce que toi, comment tu l'as vécu et comment vous avez géré ça sans spoiler le Covid vous a sauvé un peu, non ? C'était un peu dur. En vrai, c'est un peu dur et c'est compliqué de prévoir en fait parce que t'as un stock qui est compté en fûts. Tu vois, j'ai acheté 150 fûts. Ma brasserie a fait 120 mètres carrés. Je peux pas non plus investir dans 500 fûts, tu vois. Et niveau place et niveau aussi invest en coût. Et le souci qu'on a, c'est que j'ai mes 150 fûts quand ils sont pleins. Et voilà, c'est mon one shot, je peux remplir mes cuves. Enfin, après, faut comprendre le processus de fabrication.
Mais j'ai un peu comme mon oncle quand il a commencé à boire mes bières, j'ai un peu serré les fesses. Hein. C'est assez compliqué. J'avais du stock d'avance, mais c'est parti assez vite. J'ai vendu plus que ce que je produisais l'été. Après, l'avantage et le désavantage de ce lieu, c'est que l'hiver, c'est un peu plus compliqué. L'été, on se fait exploser, vraiment. Là en plus c'était un peu crescendo parce qu'avec le Covid on a eu tu vois le 6 par table, on a eu pas le droit de rentrer à l'intérieur, donc au final on voyait qu'on se faisait un peu éclater, mais c'était progressif. Et moi j'ai eu le temps de brasser à fond, faire du stock pour quand les restrictions allaient sauter, bah tu vois, j'avais un peu de stock pour résoudre le problème. Et on a réussi à ne pas être trop en rupture. Par contre, j'étais en rupture sur toutes les bouteilles. Tu vois, mon volume bouteille, il est parti direct et ça, j'ai pas eu le temps de réembouteiller, tout partait au bar. Et le problème, c'est que l'hiver, bah, je travaillais plus avec des bouteilles du coup. Tu vois. D'accord. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à travailler tout ça. Mais justement, la logistique autour de tout ça, ta capacité de brassage. Enfin, tu vois, quand tu dépasses une certaine quantité, j'imagine que là, on rentre un peu dans le. C'est plus de l'artisanal dans sa cuisine, quoi. T'as une gestion des stocks à prévoir, t'as un flux à prévoir, il faut que tu alimentes le bar en continu. Ouais. Tu fais ça tout seul ou t'es. Je le fais avec Anthony, avec mon oncle. Ouais. Il est assez chaud là-dessus. C'est ce qu'il fait dans son magasin. Il aime bien faire des tableurs. D'accord. On a un peu pareil. Tu vois, on y revient. Hein, et ouais, c'est ça, le petit tableur avec. Il ressort les chiffres du bar avec des estimations, on se fait des prévisionnels. Et en fait, on essaie de sortir. Là, en ce moment, je sors une nouvelle bière par semaine. Tu vois. En plus ouais, oui. Tout le temps. On est à plus de 40 recettes en un an, là. Ah ouais. Tu vois. Et en gros, on essaye de sortir un style de bière. On estime quand est-ce qu'un des styles va se terminer. Je vais te dire une bêtise. Tu vois, là, on a une bière brune forte en alcool d'un Imperial Stout. Il nous reste un fût à la brasserie. Il reste un fût en stock ici. On estime que dans, je sais pas, une semaine, c'est mort, tu vois. Mais derrière, il y a une vanilla porter, donc une bière brune plus légère à la vanille, tu vois. Et en fait, on essaie qu'il y ait toujours une bière brune qui change et que tout en fonction de la production et en fonction de notre consommation, tu vois, ça se chevauche. Et tu sens qu'il y a un flux de personnes qui vient pour tester à chaque fois, ou t'as pas peur de perdre un peu les gens, justement, des habitués qui viendraient, qui disent ok, t'as une carte de 12 bières, mais les gens se sont habitués à voir ces 12-là. Est-ce que tu crois qu'il y a à part te faire plaisir, est-ce que tu crois qu'il y a un réel intérêt à varier la carte autant tu vois, d'un point de vue clientèle, comment ça... Tu vois, quand tu vas au restaurant, ouais. Est-ce que tu aimes bien avoir un resto, je vais dire chez Payette par exemple, un restaurant classique où tu as tout le temps tes mêmes plats, et tu préfères pas un resto où tu sais que toutes les semaines le mec s'amuse à changer sa carte? Bah moi je pense que le Payette il a son succès parce que les gens ils savent ce qu'ils vont manger, et après il y a d'autres restos où on va parce qu'on sait qu'on va découvrir des nouvelles choses à chaque fois. Ouais. C'est le même concept. C'est qu'en fait quand tu viens à la vraie bière, tu sais, après tu suis sur les réseaux sociaux, tu vois, on annonce nos nouvelles bières. Après on a quand même une gamme fixe. Tu sais que la Blonde Ale, la Berliner Weiss framboise, du coup la fameuse que j'ai brassée dans ma cuisine, que j'ai fait goûter à mon oncle, et la IPA, ces trois-là seront toujours en pression, tu vois, toujours. Après les autres, là il y en a 11 je crois, 10, non peut-être 10 ou 11 en pression. Tout le reste c'est des éphémères, c'est des tests. Enfin des tests, c'est pas des tests, c'est des bières que j'ai brassées, je referai plus. Et en fait, on a beaucoup de clients qui attendent tout le temps nos nouvelles bières. Et ils voient sur les réseaux qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Donc t'as un vrai truc qui s'est créé autour de ça justement. Bah ce qui est cool, c'est que c'est moi, j'ai l'impression de me voir moi parfois quand j'étais aux US, tu vois, et que je suivais mes brasseries. D'accord. Et que je savais que la brasserie allait sortir une nouvelle bière, et que hop, j'étais au taproom le lendemain pour les tester. On a pas mal de personnes qui viennent pour goûter tout le temps les nouvelles, tu vois. Et ils savent par exemple le style NEIPA, New England IPA. C'est vraiment un des styles, un peu, c'est ma marque de fabrique, c'est un de mes styles préférés. Et quand j'en fais une nouvelle, et bah, les gens ils viennent, ils me disent par rapport à celle d'avant, par rapport à celle-ci, tu vois. Et t'as ton retour client. T'as un vrai engagement de ta communauté maintenant autour de ça. C'est mythe ça, c'est une sorte de communauté qu'on a créée. C'est cool. Tu vois, le concept est là, quoi. Ouais. Et moi je vois ça comme ça. C'est-à-dire que si tu veux boire une triple, ta triple carmélite dans un autre bar à bière au Havre et tout, enfin j'empêche personne d'y aller, tu vois, il n'y a pas de souci. Moi si ça plaît pas à ces gens-là que je change tout le temps ma carte, il n'y a pas de souci. Enfin il y a d'autres bars qui le font. Notre but c'est pas de faire comme les autres bars, c'est
C'est de justement développer notre créativité, sortir tout le temps des nouveaux produits. Il y a une demande pour ça, je pense. Et c'est une demande qui existait. Ça n'existait pas avant, tu vois. Avant, dans tous les bars du Havre, c'était tout le temps les mêmes bières. Il y avait juste la bière du moment, entre guillemets, qui changeait. Ici, ça change tout le temps. Tu vois, il y a une sorte de... On a investi, on a créé un projet. J'essaie de pas trop partir en vrille. On a créé un projet, en fait, qui n'existait pas en France, tu vois. Ou qui existait à Paris ou dans les grandes villes. Mais au Havre, en tout cas, n'existait pas au Havre. Donc c'est assez drôle de voir des gens découvrir qu'ils aiment ce projet, tu vois. Ouais, carrément. Tu vois, cette façon de consommer. Et autour de ça, de toute façon, c'est ce qu'on dit en marketing, hein, il faut savoir se nicher, se différencier. Et par rapport à ça, tu sens un peu venir une compétition, oui, des concurrents qui développeraient des concepts. Il y a d'autres bars au Havre qui se sont ouverts, mais eux font venir des bières d'un peu partout. Et comment tu vois justement ton positionnement par rapport à une éventuelle compétition sur le Havre, tu nous en as déjà parlé un petit peu par rapport à ton aventure US, plus être de fou, plus on rit. Comment tu vois les choses toi par rapport à ça justement? Vraiment, moi j'aimerais bien qu'au lieu d'avoir des bars à bière qui servent de la bière industrielle, ce soit un autre brasseur qui fasse son taproom, tu vois, enfin son bar avec ses bières. Pour une raison simple, déjà si les gens vont chez lui et vont plus chez moi, c'est que j'ai un problème avec mon process et avec ma bière, tu vois. Donc c'est à moi de me remettre en question. Ça serait challengeant un petit peu, j'aime beaucoup ça. Après, et même en tant que client, enfin, moi je suis quelqu'un comme un autre, hein, genre le soir j'aime bien sortir dans les bars pour boire des bières. Aujourd'hui l'offre au Havre, je sais qu'il y a 2-3 bars, je sais où aller pour boire une bière artisanale. Après c'est jamais la bière artisanale du bar, tu vois. Et ça, c'est un modèle que j'aimerais vraiment que ça se développe. Et limite, bon, après c'est un peu utopiste, quoi, mais devenir un petit peu comme la ville de Grand Rapide que j'expliquais, où tu as 35 microbrasseries dans la ville, et tu t'amuses en fait à tourner entre les bars à bière. Tu vois, en fait, tu vois la potentielle compétition plutôt comme c'est pas du tout une posture défensive. Toi, tu vois ça plutôt comme un facteur d'épanouissement, et puis ça, à la c'est limite, mon point de vue. Après, mon oncle et moi, là-dessus, on n'est peut-être pas tout à fait pareil. Moi, je pense que si les gens se mettent à boire plus de bière artisanale, on est gagnant, tu vois. C'est si un mec qui goûte un Imperial Stout d'une brasserie qu'il a aimé, s'il sait qu'on en fait une, il va vouloir la goûter, tu vois. Et après, c'est à nous de s'amuser à tout le temps créer des nouvelles. Et c'est un modèle qui fonctionne à fond aux US. Ouais. Ça va être sur la qualité de la bière que tu bois. Et ce qui est moche, c'est que en fait au restaurant, moi tu vois, je suis un peu choqué par ça, mais on va être hyper exigeant sur savoir si nos frites sont surgelées, sous vide ou faites maison. À côté de ça, tu vas boire de la Greenbergen en pression, tu vois, et qui est une bière industrielle dégueulasse. Puis en plus du coup il y a un projet un peu il y a un projet un peu éco-responsable, il y a un projet de business local, de proximité. Finalement, on consomme ce qui est brassé localement, donc c'est pas mal. Et du coup, tu as des projets de distribution un peu élargis par rapport à ça, ou vous restez sur une volonté de... Notre choix de base, c'était de faire un bar et brasser pour le bar. Et en fait, j'ai réfléchi, on a réfléchi avec Anthony à se développer. Et en fait, ça te met tellement de contraintes. Tu vois, tu deviens... je préférerais gérer mon petit business, tu vois, genre avec ma communauté, mes clients qui nous font vivre en fait. Et moi, ça me permet de vivre de ma passion, de brasser de la bière, tu vois. Et franchement, mon but, c'est pas d'être le plus gros brasseur de France ou de Normandie. Hein. Si j'arrive à me sortir un salaire, me lever le matin, être content, brasser ma bière le soir, passer à mon bar, faire goûter ma bière à des gens que j'aime bien, enfin, qu'est-ce que je demande de plus, tu vois. Et c'est... Peut-être grossir un petit peu, j'aimerais bien développer, moi c'est juste le truc que j'aimerais développer plus, c'est la vente en direct, tu vois. C'est que les mecs, si j'ai plein de potes de mon école d'Inge, ils sont à Strasbourg, à Chalon-sur-Saône, à Lyon, et à chaque fois ils me disent on peut acheter ta bière. Je sais non les gars, je fais pas de livraison, tu vois. La bouteille elle va se casser dans le transport. J'aimerais vraiment plus partir là-dessus, tu vois, faire un site internet peut-être un jour avec de la vente directe. Ouais, mais c'est pareil, c'est ce que tu disais, tu vas te retrouver avec de la contrainte logistique derrière, etc. Ouais. Mais bon, après, tu restes dans le système un peu communautaire, où c'est les gens,
Ouais, B2C, vente directe. Ouais. Et en fait, on n'avait pas, on avait discuté un petit peu avant, mais en sollicitant l'interview, moi, ce qui m'intéressait, c'était de discuter avec justement un entrepreneur local dans ce moment. Mais je m'attendais pas du tout à qu'on se rejoigne sur ce concept de solo business, de communauté, ce qu'on retrouve beaucoup sur Internet en ce moment, et de concept de, en fait, on peut très bien vivre d'une communauté justement, de vendre à un certain petit nombre de gens. Je m'attendais pas à retrouver ce concept-là en discutant tous les deux, et c'est super intéressant parce qu'en fait, on revient sur du business local et une économie locale et communautaire, quoi. En fait, ta marge, c'est simple, hein. Moi je pense clairement que partir, imagine, on a des demandes d'Auchan Intermarché pour vendre nos bières. On se lance avec Auchan. Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont me dire, ton prix c'est mon prix, genre 1,70€ ma bouteille d'IPA, hors taxe, parfait. Ils vont l'acheter, ils vont m'en prendre plein de stocks, ils vont me dire investis, je vais investir 600 000 € dans une brasserie 20 hectolitres et compagnie, tu vois. Et j'investis dans ma brasserie 20 hecto. Et là, par contre, ils vont me dire, il va y avoir plein de brasseries qui vont arriver. Ça va se développer, le monde de la microbrasserie, hein, c'est sûr, partout. On va être plusieurs, là, il va y avoir un fight. Tu vois, ça va être Intermarché qui va avoir les rênes du truc. Et qui vont nous dire, en fait, ta bouteille maintenant, 1,30€. Et si tu veux pas, en fait, il y en a d'autres microbrasseries, tu vois. Et moi, j'ai investi 600 000 €. J'ai pas envie du tout de me retrouver dans cette position. Là, on a une communauté, on a des gens qui adorent notre projet. En plus, les gens qui adorent notre projet, et c'est vraiment pas pour les, on va dire j'adore les clients que j'ai, en fait, tu vois. Non, mais t'as le droit de leur passer de la pommade, tu peux leur faire un coucou. C'est ça, de la pommade, ouais. Coucou les gars. Non. Non, mais c'est vraiment genre, si tu veux, on a nos clients fidèles, ils sont adorables. On a une dame, Brigitte, tu vas voir tous nos posts Facebook. Brigitte commande tous nos posts. Non mais Brigitte. Et c'est sacré Brigitte, quoi. On l'adore, tu vois. On adore nos clients. Et on a des mecs, on les appelle les bikers, tu vois. C'est deux gars, ils ont un look avec des bagues et ils viennent, ils prennent des grosses pintes de Berliner Weiss framboise, tu vois. C'est trop drôle. On a plein de mecs atypiques. Et en fait, un jour, j'ai envie limite de faire une soirée où on invite que nos habitués, tu vois. Et puis on leur fait goûter une nouvelle bière. Mais j'adore ce délire communautaire. Et je pense que j'ai pas envie de grossir, j'ai pas envie de me dire allez, maintenant j'ai la tête dans l'atelier à 100%, je vais gérer des livraisons à droite à gauche dans toute la Normandie, je vais créer un énorme volume, je vais réduire mes prix pour pouvoir concurrencer, devenir plus intéressant qu'une autre brasserie, je sais pas, à Auchan, Carrefour et compagnie. Enfin, je m'en fous, quoi, tu vois. Genre, moi je veux juste brasser de la bière tranquille. Je veux me faire plaisir, tu vois. Et c'est cool de se dire à 29 ans que j'arrive à faire ça. Après, personnellement, je suis encore au SMIC, tu vois. Et puis, c'est pas non plus... non, on a pas mal d'investissements encore à rembourser, tu vois, avant d'en vivre. Mais je suis content, tu vois, genre... c'est beaucoup de taf, mais c'est cool. Par rapport au Havre, tu nous en as parlé un petit peu en off tout à l'heure. Tu comparais la hype autour du Havre à Détroit. Alors c'est assez marrant parce qu'on n'est pas du tout sur la même échelle de ville, mais est-ce que tu peux développer un peu le concept ? Comment t'expliques un peu cet attachement qu'ont les gens autour de cette ville ? Alors bon, évidemment, là ça va pas parler... je suis pas sponsorisé par la ville du Havre, par l'Office du tourisme, mais non, mais c'est marrant. Moi, c'est une question que je me pose quand tu dis j'habite au Havre, les gens sont toujours un peu voilà. On sent qu'il y a une grosse dynamique autour de la ville. Les gens aiment leur ville, etc. Voilà, donne-nous un peu ton point de vue et qu'est-ce que tu retrouvais justement. Réexplique-moi un petit peu ce que tu nous disais tout à l'heure par rapport à ce que tu avais avec ce que tu avais vu par rapport à Détroit justement. Tu vois, si on met Detroit. Pardon. Si on met en parallèle les deux villes, en fait, d'un côté, tu as une ville américaine en 78, crise du pétrole, il y a 75% de la population qui est partie. Donc la ville, tu vas à Détroit, en fait, tu as 75% de la ville du coup qui est abandonnée. C'est des maisons abandonnées, c'est un peu la ville ghetto. Il y a Eminem, tu vois, 8 Miles et compagnie. Moi, j'habitais à 14 Miles. Et après, j'étais pas ghetto, hein. J'étais tranquille avec mes petites chemises. Mais c'est une ville que quand j'allais en déplacement, je vais te dire en Caroline du Sud, et que je disais à des mecs et t'habites où ? J'habite à Détroit. Ils étaient en mode sorry man, tu vois, genre un petit peu putain, t'habites à Détroit, c'est pas terrible. C'est un peu la ville pas terrible des US. Par contre, les mecs de Détroit, ils jouent de ça, tu vois. Il y a un gros délire déjà écolo, un délire street art, il y a un délire très fier. Ils sont très très fiers de leur ville.
Moi, j'ai un pull Detroit versus Everybody, tu vois. Genre, Détroit contre tout le monde. Et j'adorais cette sorte d'engouement autour de leur ville. Et c'est au Havre, en fait, c'est un peu la même chose. On s'est fait démolir, sauf que eux, c'est une crise, on va dire, c'est une crise économique, c'est la crise du pétrole. Nous, on s'est fait détruire, tout court. C'était en 44, non? Où toute la ville s'est fait démolir par les Anglais. Et la ville a été reconstruite par l'architecte Perret, avec c'est très géométrique, tu vois, c'est un petit délire un peu Stalingrad. Je crois qu'il y avait cette réputation, Stalingrad de Normandie, Le Havre. C'est très, très froid, un peu, du béton partout. Et en fait, en 2017, avec les 500 ans du Havre, avec le Premier ministre Édouard Philippe, qui était le maire, qui a vraiment cherché à développer la ville, et les Havrais, petit à petit, se sont mis à vachement devenir chauvins et à aimer... je sais pas ce que t'en penses, du coup, c'était vrai, mais il y a 10 ans, on n'avait pas du tout la même mentalité qu'en 2017 ou en 2015, où on devenait fiers de notre ville, tu vois. Ouais, on a senti la hype autour de ça. Après, de là à avoir une nouvelle génération d'entrepreneurs qui entreprennent au Havre et qui développent des choses, parce qu'on ne peut pas se reposer que sur l'économie industrielle. Et je pense que... on sait que la ville, tu vois, au niveau nombre d'habitants, etc., même si je pense qu'il faut une économie derrière, il faut des gens qui poussent des choses, etc. Mais oui, on a senti le virage et le développement de la ville. Donc c'est un peu pareil, tu vois, t'as les deux villes qu'on subit, qui ont perdu de la population. D'accord. Tout le monde, c'est plus ce délire, tout le monde nous déteste. Et en fait, on est bien. En fait, t'as envie de détester nous, c'est pas grave, nous on est bien dans notre ville, quoi. Moi, quand je suis arrivé à mon école d'ingé à Paris, et que j'avais du coup mes potes un peu de partout en France, et c'est pareil qu'à Détroit, quoi. C'était, tu viens d'où? J'habite au Havre. Ah, désolé, mec, tu vois. Merde. Voilà, avec le Covid et le déploiement à grande échelle du télétravail, il y a une tentation aussi des gens de quitter Paris et de venir s'installer ici. Je sais pas, là, on va pas finir là-dessus, mais je sais pas comment tu vois ça. Tu vois ça comme une opportunité, tu vois ça comme... Il y a des gens qui voient ça comme une menace parce que voilà, l'explosion des prix de l'immobilier, etc. C'est ça, j'ai acheté mon appartement il y a quelques mois, tu vois. Ouais, t'as toujours pas de matelas d'ailleurs. Non, j'ai pas de matelas. Non, mais tu vois, c'est un vrai... c'est un potentiel pour les entrepreneurs, pour le business, mais pour les... Ouais, pour nous, c'est bien. Clairement, enfin, tu vois, on a un autre projet, je vais dire, il est un petit peu... Je sais pas si c'est bobo, mais c'est vrai que ça répond vachement à la demande des Parisiens. Tu viens au Havre, c'est une petite bière artisanale que tu bois en terrasse en face des arches de conteneurs, la Catène, là, un peu... C'est le petit spot sympa. Après, moi, clairement, la majorité de notre clientèle, ce sont des Havrais pure souche. Et en fait, c'est un petit peu la clientèle du local shop, tu vois. C'est la clientèle de mon oncle, il s'est créé une sorte aussi de communauté avec son magasin. Et cette communauté-là, elle a un petit peu switché sur notre projet de bière, tu vois. Et ce qu'on en parlait aussi avant, en fait, on a trop parlé avant, j'ai l'impression. Mais tu vois, c'est le délire, c'est un bar où t'es assis, t'es posé, tu bois ta petite bière, tu vas pas être debout avec de la musique à fond, tu vois. T'es vraiment... c'est un bar chill, et c'est cool. Et effectivement, ça répond peut-être aussi aux besoins... des Parisiens qui sont en train d'arriver et on en croise beaucoup. Aux besoins même aussi des gens ici, tu vois. Mais vas-y, on n'en a pas parlé, mais t'as largement une minute pour nous vendre le concept, le concept du bar. Alors, la vraie bière. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça vous est venu cette idée un peu de développer aussi les activités connexes, de donner des cours de brassage, de faire découvrir un petit peu tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, c'est vraiment... Parce que c'est plus de taf. Ouais. Le concept global du projet, c'est éducatif. Tu vois, on veut apprendre aux gens à savoir ce que c'est le produit qu'ils consomment le plus quand ils vont dans un bar. Tu vois, la bière, t'en as bu, je pense, t'es un peu comme moi. Souvent, les ingénieurs, si c'est des ingénieurs qui écoutent le podcast, les ingénieurs boivent beaucoup de bière, tu vois. Mais est-ce que tu sais ce que c'est du malt, du houblon, tu vois, de la levure? Je suppose que oui, parce que t'as déjà fait des gâteaux avec ta grand-mère, tu vois. Mais du malt et du houblon, en fait, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas à quoi ça ressemble, on ne sait pas à quoi ça sert. C'est juste que le houblon, c'est de l'amertume, tu vois. En fait, non, c'est un univers total. Le houblon, je vais te faire goûter après les bières, si tu veux. J'ai une bière houblonnée, la New England IPA, que je parle souvent. Tu vas pas avoir d'amertume.
Par contre, c'est ultra aromatique. C'est un trompe-l'œil avec un jus de fruits. Et en fait, c'est dingue, c'est un univers fou. Et j'adore partager ça avec les gens. Là, tu vois, demain matin, j'ai une visite d'atelier. En gros, les gens, ils vont venir, on va parler pendant 1h30. Je fais une visite. Au début, c'est un petit peu comme on fait là, en fait. Ça démarre, je présente le projet, j'explique comment on fait de la bière en montrant les matières aux gens. Et après, ça part en freestyle. Après, c'est en fonction de leurs questions. Moi, j'aime bien échanger aussi sur comment est-ce qu'ils consomment leur bière. Les gens vont dans les bars, ils boivent cette bière-là. Est-ce que tu sais que, par exemple, Gallia, une marque, donc c'est une bière artisanale parisienne, je sais pas si tu as déjà entendu parler, tu la trouves dans les carrefours. Gallia, c'est 100% Heineken, tu vois. Et en fait, tu vas dans... Ah oui, sous couvert de... Ils se sont en faire acheter. Ouais. C'est des mecs d'école de commerce qui ont commencé à faire fabriquer la bière en République tchèque, qui ramenaient des camions, ils mettaient une étiquette bière de Paris, Gallia, c'est un petit peu comme Payette, tu vois. Et ensuite, ils se sont fait plein d'argent, ils ont ouvert une brasserie à Pantin, ils ont fait leur bière, ils ont débauché un des meilleurs brasseurs de France qui bossait à la Goutte d'Or, c'est une super brasserie parisienne. Ils l'ont débauché, ils font des bières de fou. En 2018, ils se sont fait racheter à 25% ou 30% par Heineken. Et ils ont dit non, pas plus, c'est vraiment pour aider à notre développement. Et depuis août 2021, c'est 100% rachat 100% par Heineken. Et ils construisent une méga usine. Et en fait, tu vas aller chez ton petit restaurateur préféré, qui est en contrat avec France Boisson qui est Heineken. Ils vont te proposer, vous avez quoi l'impression, vous avez de la bière artisanale ? Ils vont te dire, on a de la Gallia. Petite bière blonde, parisienne, sympa. Sauf que derrière, c'est Heineken. Ouais, et c'est tout un monde caché que toi, en tant que consommateur de bière, tu t'en rends pas compte. Et ces mecs-là, en fait, ils vont réduire les prix, ils vont avoir des contrats d'exclusivité avec les bars. Moi, en tant que brasseur artisanal, si je commence à vouloir me développer et à vendre à d'autres bars, et je me retrouve avec une porte devant le nez, tu vois, parce qu'il y a des contrats brasseurs. Et eux, ils rachètent des micro-brasseries pour faire genre, on vend de la bière. Ouais, je vois. Donc, déjà, on coupera ce passage-là parce qu'on n'a pas envie de se faire péter les genoux par les mecs de France Boisson. Ouais. Mais on revient au système communautaire. C'est que toi, derrière, en plus, tu as un projet éducatif, tu as un projet d'échange. Et finalement, ce que tu es en train de nous dire, on revient au même truc. Hein, tu peux très bien vivre et être heureux dans ce concept-là de faire vivre. Bah ouais. Imagine, t'en as d'autres comme ça. C'est trop cool. Tu recrées un savoir-faire. Parce qu'au final, le savoir-faire de la bière, personne sait trop faire ça. D'un point de vue tissu économique local, on recrute plus de gens que Heineken. Heineken, ils vont te faire tourner une usine avec 10 personnes, tu vois. Nous, on est déjà 2 à la brasserie. Peut-être qu'un jour, je pense le max, on sera peut-être 4, tu vois. Si on se développe un tout petit peu, tu vois. Mais mine de rien, 4 personnes, c'est la moitié des gens dans une usine Heineken. Peut-être que j'exagère. Mais si t'imagines, t'as un tissu avec les gens qu'on recrute au bar. S'il y a plein de petits projets comme ça qui se font, et au final, on recrée du savoir-faire, il y a plus d'embauches. Enfin, c'est la qualité du produit en tant que consommateur, elle va s'améliorer. Ça va nous challenger tous ensemble. Moi, je suis un petit peu dans un délire comme ça, tu vois. Mais je suis très engagé dans le craft, quoi, dans le délire de ce produit. C'est un produit que faut se rendre compte qu'on est en train de nous faire boire, tu vois. Et voilà quoi, j'en parle beaucoup pendant les visites d'atelier. On apprend aussi aux gens à brasser leur propre bière en 20 litres. Ça c'est trop bien, souvent c'est chèque cadeau et les gens découvrent totalement comment c'est fait quoi, ce produit. Et on fait aussi des ateliers de dégustation où du coup on explique une bière acide, un stout, une IPA, ce que c'est, tu vois, tout ça quoi. Ok, écoute, on va arriver à l'heure d'enregistrement et on s'impose parfois des temps et des limites comme ça, mais est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose ? Ça c'est un pur truc de vendeur, hein. Je te dis tout de suite, c'est toujours finir son entretien de vente comme ça. Est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose ? Il paraît que c'est la question qui tue. Non, je t'avoue, pas trop j'ai pas trop pensé à la question. Moi, donc la dernière question, qu'est-ce que tu vois pour l'avenir ? Qu'est-ce qui te fait encore lever le matin ? Tu nous as répondu, on sent la passion derrière ce que tu nous as raconté et je trouve ça génial. Qu'est-ce que tu te souhaites là ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur ? Que ça fonctionne. Hein. Après j'aimerais bien en fait avoir peut-être un petit peu plus de place. Là, tu vois, ma brasserie, je fais 500 litres par 500 litres. J'ai un petit atelier.
tu vois, si j'aimerais bien me développer, c'est un tout petit peu plus, passer peut-être sur du 1000 litres, avec un process peut-être un petit peu plus automatisé, parce que là, c'est du semi-automatique, et j'avoue que c'est un peu physique de temps en temps. Et arriver à se développer un petit peu, et qu'on garde un petit peu notre âme, tu vois, de passionné, de brasseur passionné, parce que je suis pas tout seul, hein, on est deux à la brasserie, mais Tom qui bossait avec moi à la brasserie, c'est pareil, quoi. Tous les gens qui bossent pour nous sont fous, quoi. Ils sont passionnés de binous, et c'est trop bien, quoi. Moi, j'aimerais bien continuer à me développer un petit peu, mais garder cette âme, quoi, de passion, quoi. Une croissance raisonnable. Ouais. Bon, on embrasse Brigitte, on embrasse les 2 bikers, ouais, et puis on embrasse tous tes associés. Merci pour ton temps. Question du public. Question du public, vas-y. Si je viens avec un groupe de copains, mais que je suis intolérant au gluten, est-ce que on peut proposer autre chose que de la bière ? C'est donc pour ça. On propose du cidre en pression. C'est du cidre local en plus de Gonfreville, qui est à 10 minutes en voiture. Après, on a la bière sans gluten. C'est un truc qui pourrait peut-être me chauffer à faire un jour. Il faut bosser avec une graine. Il me semble que le sorgho ou le quinoa, c'est des graines sans gluten. Et en fait, à la base d'une graine, tu as de l'amidon. Il faut faire germer ta graine pour la transformer en malt. Et ensuite brasser avec. Mais ça pourrait me chauffer un jour de bosser sur d'autres graines que du malt d'orge ou de blé et faire du coup une bière sans gluten. Un jour peut-être. Bon bah voilà, écoute, ce sera le mot de la fin. Yes. La bière sans gluten, le Ouais, Havre, à venir les gars. Ok, merci David. Bah, merci à toi, c'était cool, hein, franchement. N'oubliez pas de le partager au maximum autour de vous sur les réseaux sociaux, avec vos amis, au téléphone, par email, par texto, par WhatsApp, parce que vous voulez, mais partagez-le, faites du bruit, faites la promotion de l'émission et envoyez-moi un message à contact@systemsales.fr si vous voulez me donner du feedback. Voilà, à la semaine prochaine.